Chers élèves, bonjour et bienvenue pour ce nouvel audio cours. Je suis très heureux d'à nouveau vous voir. Alors, je ne sais pas si l'ensemble des élèves de la classe viennent voir la vidéo, je l'espère. Je suis en train de mettre au plein cela. En fait, il faut que je crée une boîte à lettres électronique sur laquelle vous pourrez me prendre des photographies de vos cahiers et me les envoyer. Voilà, pour être clair. Je sais qu'il y en a qui travaillent déjà abondamment, pour d'autres à leur rythme. Et j'ai envie de dire, après tout, l'important c'est de faire votre travail, le rythme c'est une autre affaire. Ce qui veut dire que pour moi l'important c'est que le travail de recopiage soit fait, quelle que soit l'organisation que vous mettez en place, même si vous travaillez en dehors d'heures usuelles, ça me dérange pas, l'important c'est que le travail soit fait, les conditions sont suffisamment compliquées pour toutes, pour en plus rajouter des contraintes. La seule contrainte qui vaille là, c'est celle de la continuité, voilà, pour reprendre les mots les plus simples. Alors, je constate aussi qu'il y a plus de connexions que d'élèves, et je sais que certains ne sont pas de notre classe et viennent suivre cet audio cours, et qu'ils soient les bienvenus, il n'y a pas de problème. Donc pour l'information, pour qu'ils puissent suivre ce dont je parle, les diapositives, il faut qu'ils cherchent même un équivalent sur internet pour en trouver, et puis pour ce qui est des documents du livre, il faut qu'ils soient au courant qu'on utilise le manuel Belin. Voilà. Eh bien, sur ces mots d'introduction, il est temps de finir notre axe 1 avec le troisième jalon. Et donc nous attaquons le jalon 3, l'information mondialisée et individualisée, naissance et extension du réseau Internet. Voilà, ça c'est le titre général, et notre problématique est: Internet a-t-il révolutionné l'information? On attaque avec la première des trois parties, la genèse d'un média particulier. Média particulier, on va le voir, et le premier point qu'on va développer ici est relatif à l'essence d'Internet. Donc le premier point, un projet militaire. Internet, c'était d'abord un projet militaire. En fait, les États-Unis d'Amérique, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et au moment où l'URSS et les États-Unis d'Amérique se lancent dans la course à l'espace, les États-Unis d'Amérique constatent leur retard d'un point de vue technologique. Et ça entraîne une certaine réaction. C'est-à-dire que les États-Unis, ils veulent pas rester en rade dans cette course technologique. Et pour ce faire, ils vont créer la DARPA. La DARPA, qu'on appelle aussi parfois tout simplement l'ARPA en France, c'est l'Advanced Research Project Agency. En fait, que font les États-Unis d'Amérique? Ils demandent à des scientifiques de mettre au point des innovations technologiques utilitaires pour l'armée. Donc c'est ça, hein, l'idée de base. Et donc l'armée va demander à des chercheurs de concevoir un réseau de communication capable de fonctionner après une attaque nucléaire. On est dans l'époque de la crainte d'une guerre nucléaire, et le problème de la guerre nucléaire, c'est qu'elle détruit beaucoup de choses, et la crainte des États-Unis, c'est qu'en cas de guerre, on puisse plus communiquer. Donc, comment mettre en place quelque chose qui permettrait de continuer à communiquer après. Ça, c'est l'idée générale qui va finalement donner naissance un petit peu plus tard à Internet. Alors, du coup, la DARPA, elle va élaborer un projet. Et en fait, derrière ce projet, derrière l'idée, il y a un scientifique, Joseph Karl Robert Licklider. Alors, pas besoin de retenir son nom, hein. Vous avez la photo, hein, il y a la diapositive numéro
un qui illustre, qui vous montre qui était Joseph Karl Robert Licklider. Et en fait, Joseph Karl Robert Licklider, pour faire simple, il élabore un projet de système décentralisé. C'est ça l'idée à noter, c'est que finalement, qu'est-ce qui va ressortir de cette commande? C'est que les Américains, les scientifiques américains ici, ils vont élaborer un projet de système décentralisé. À l'image d'une toile d'araignée, en fait, tous les points se valent et permettent d'aller aux autres points. Pourquoi? Parce que si on est attaqué par une attaque nucléaire et que le centre névralgique est détruit, le problème c'est qu'il n'y a plus de centre névralgique. Donc l'idée c'est que chacun des points se valent et ce qui compte c'est de pouvoir les connecter les uns avec les autres. En fait, pour Licklider, l'idée importante c'est qu'il faut segmenter les données et pas qu'elles soient concentrées en un seul donnée, qu'elles puissent être éclatées. Et c'est ainsi que, à partir de cette idée générale qui va être développée, que va naître l'ARPANET. Donc la diapositive numéro 2, en fait, elle revient sur un dessin clé, celui de l'organisation du système ARPANET. Alors on est en 1969, et en fait, l'ARPANET, c'est quoi? C'est le département de la défense, d'une certaine façon. Et bien l'ARPANET, il va financer la création de ce réseau décentralisé qui va relier au début plusieurs universités, puisqu'on a demandé, rappelez-vous, à des scientifiques de mettre en place le projet. Donc ARPANET, ça c'est une définition que vous devez noter dans vos cahiers, vous la retrouverez dans votre livre. Donc ARPANET, je vous laisse recopier la définition. Et l'ARPANET, eh bien évidemment, il fait appel au système informatique, mais attention, l'informatique de l'époque. C'est-à-dire que pour l'heure, on est encore dans des ordinateurs qui ont très peu d'écran ou qui vont juste afficher des séries de lettres ou de codes. Et on en est encore au rudiment de l'informatique. La diapositive numéro 3, elle illustre, vous avez ici un ordinateur de 1971. Dans cet ordinateur, vous devez être conscient qu'il y a moins de technologie que dans votre smartphone d'aujourd'hui. Donc, enfin, il y a moins, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, vous avez plus de mémoire dans votre smartphone d'aujourd'hui qu'il y en avait dans cet ordinateur qu'on a encore du mal à appeler microcomputer, ou personal computer. À l'époque, les ordinateurs, il faut des grandes pièces à côté pour mettre en place les calculateurs qui vont avec. Bref, c'est la naissance donc d'un réseau décentralisé qui permet de la mise en connexion de plusieurs universités. Le projet, il est là. Et concrètement, et là, autre idée à noter, c'est qu'en 1971 va être ainsi lancé le premier courriel. Et le message du courriel, il est basique, c'est QWERTY-UP. Alors QWERTY-UP, c'est quoi? C'est les premières lettres de la ligne supérieure d'un clavier. Oui, attention, les États-Unis, les anglophones comme d'autres pays du monde ont des claviers QWERTY et non des claviers AZERTY. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans un cours sur pourquoi tel type de clavier ou pourquoi tel autre. Si vous voulez vraiment le savoir, vous regarderez sur Internet. Alors, 1971, donc c'est le premier courriel. On dira parfois le premier email. Il y a même un scientifique qui inventera l'arrobase pour qu'on puisse une ligne de commande qui permet de spécifier à qui est adressé le message. Donc, il faut savoir que ce premier message, en fait, c'est le second. C'est celui qu'on a retenu parce que c'est celui qui est arrivé dans son intégralité. Enfin, dans son intégralité, pardon. Intégrité, c'est pas le mot approprié ici. De nouveau, je fourche dessus. En fait, en 1969, il y a déjà un message qui avait été envoyé. Le message, c'était login. Sauf qu'il n'y a que les deux premières lettres du message qui étaient arrivées. Après, l'ordinateur de destination avait un petit peu mélangé les informations. Mais c'était déjà la preuve que le contact pouvait être réalisé entre deux ordinateurs et à distance.
Donc ça c'est l'information à retenir, 1971, premier courriel qui est lancé. 1973, c'est la mise au point d'un protocole. Alors en réalité il y a plusieurs protocoles qui sont élaborés les uns à la suite des autres, et en fait celui qui va rester, c'est un double protocole, c'est le protocole TCP/IP. Alors TCP/IP. En fait, le problème c'est que les ordinateurs sont pas exactement les mêmes d'un endroit à l'autre. Il y a plusieurs marques, il y a plusieurs composants, et puis à l'époque on bricole aussi, comme aujourd'hui dans les tours. Il y a plein de gens, les gamers particulièrement, qui changent même des composants de l'ordinateur. Et le problème c'est que ces ordinateurs hétérogènes, ils doivent communiquer. Et pour communiquer, il faut qu'ils aient le même langage. Et là, il y a une petite difficulté dans leur capacité à communiquer et à se trouver ensemble à distance. Et donc, pour qu'ils communiquent plus aisément, est mis en place un protocole de communication, le protocole TCP/IP. Alors, pour que vous compreniez bien en fait l'enjeu, évidemment, on n'est pas dans l'histoire ici, je suis presque dans un enseignement qui s'apparente aux sciences numériques et informatique, c'est pas l'objet, mais il faut comprendre ici qu'il y a des enjeux géographiques, on est dans une géographie virtuelle. C'est pour ça que j'insiste dessus, et que j'ai pas l'impression que ça soit réservé uniquement aux sciences dites dures, mais qu'on est bien ici dans les sciences sociales, parce qu'il y a un langage, il y a des enjeux, il y a une géographie qui est derrière. Et donc pour comprendre bien de quoi il s'agit, je vous invite à regarder une première vidéo. Vous la trouverez évidemment en lien dans le texte, qui vous explique, qui vulgarise finalement comment fonctionne le protocole TCP/IP. Voilà, je vous laisse la regarder, et puis vous pouvez relancer l'enregistrement, enfin pas l'enregistrement, mais le visionnage juste après. Voilà, vous avez donc compris ce qu'est le protocole TCP/IP, ou du moins à quoi il sert. 1983, c'est la mise au point du DNS, donc D.N.S. En fait, DNS, ça veut dire quoi? Domain Name System. Bon, alors, ne rentrez pas toutes les explications que je vous donne dedans, gardez les listes de dates et ce à quoi ça se rapporte. En fait, le DNS, il va permettre la jonction entre des contenus web différents. En fait, vous avez un contenu web sur un ordinateur, et puis vous vous connectez à cet ordinateur à distance. Donc le but c'est de pouvoir faire la jonction entre les deux, entre l'adresse IP de l'ordinateur et le domain name. En fait, aujourd'hui les domain names, on les retrouve dans les adresses internet avec le .com, .it, .fr, .org, .net par exemple. Bon, bref, tout ça, ce projet militaire, il a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet. Internet, deuxième définition à noter dans notre cahier. Bon, on a clos ici notre premier point. On attaque le deuxième, un réseau civil. Nouvelle diapositive qui nous intéresse. Cette diapositive, c'est une photographie de Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee, c'est un Anglais. Alors, vous n'allez pas tout noter non plus ici. En fait, je vous raconte la petite histoire dans la grande histoire. En fait, Tim Berners-Lee, il travaille pour le CERN. Le CERN, CERN, c'est le Centre Européen de Recherche Nucléaire, un centre de recherche qui est en Suisse. Il fait pas directement de la recherche nucléaire, il travaille pour le Centre Européen. Lui, il s'intéresse au traitement de données, à l'informatique, il est informaticien. Et donc on a besoin d'informaticiens et de compiler l'information. Et en fait, Tim Berners-Lee, il veut travailler sur la capacité à transmettre, à stocker l'information et à mettre en relation les ordinateurs. Donc tout ce qui s'est fait auparavant, évidemment, ça l'intéresse. Et en fait, il va mettre au point un langage, une sorte... il va faire la synthèse de plusieurs choses, pour être un petit peu plus clair. Il va utiliser le langage HTML, qui est un langage de codage qui permet d'afficher de l'information sur une page. Il va utiliser un protocole, qui est le protocole HTTP. Et puis, il va utiliser un format, le format URL. Et puis, tout ça,
tout ça, il va s'en servir comme un outil, comme une sorte de processus. Je vais y revenir. Donc ça, c'est la petite histoire dans la grande histoire. Et donc, Tim Berners-Lee, il va créer finalement le premier site web, le premier grand site web. Donc ce site, c'est info.cern.ch. En fait, l'intérêt, c'est qu'on peut désormais consulter du contenu connecté à distance, qui est offert par ce site. Et l'un des outils pour naviguer à l'intérieur de cette page, c'est l'hypertexte. Donc, pour les chercheurs, en fait, ça devient un moyen d'échanger. Internet devient un système d'information global. Le problème, c'est que tout ça, ça passe par des lignes de code. Et les lignes de code, si on n'est pas familiarisé avec, ça complique quand même l'usage. Et Tim Berners-Lee, il continue son travail de chercheur, et puis du CERN, il va se mettre à travailler. Ensuite, il est recruté, et puis il va travailler pour le MIT. Alors le MIT, certains savent ce que c'est, c'est le Massachusetts Institute of Technology, université célèbre des États-Unis d'Amérique. Et là-bas, il va fonder le W3C, en fait, le World Wide Web Consortium. En fait, les 3 W que vous avez et que vous tapez dans les barres d'adresse, ils viennent de là, en fait. C'est le protocole qu'il a mis en place. Et finalement, il va créer les navigateurs qui vont permettre de naviguer ensuite sur cette toile internationale. Et les navigateurs, ils vont permettre de généraliser l'usage et de faire en sorte que l'outil puisse être utilisé par des néophytes, des gens qui n'y connaissent rien et qui vont pouvoir utiliser l'outil. Et rendons hommage à Tim Berners-Lee. En fait, Tim Berners-Lee, ce processus, il en fait don à l'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, il ne le brevette pas, il l'offre directement, il l'enregistre directement comme service ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut l'utiliser. Il n'y a pas besoin de payer des droits à Tim Berners-Lee pour utiliser le processus. En fait, il est un peu comme Edward Jenner. Edward Jenner, c'est celui qui a inventé le vaccin contre la variole et qui ne l'a pas breveté, parce qu'il a dit ça concerne tout le monde, il n'y a pas de raison que je gagne de l'argent dessus. Donc Tim Berners-Lee, il dit c'est trop important, je le donne à l'humanité, et puis voilà. Bon, on est donc ici dans un usage qui passe dans le civil, on n'est plus dans un usage militaire. La diapositive numéro 6. Sur la diapositive numéro 6, vous avez un ancêtre. Alors un ancêtre qui est pas si vieux que ça pour moi, il date de 1993, et en fait vous avez ici l'image du premier grand navigateur internet qui s'appelait Mosaic. En fait, ce navigateur, il fonctionnait d'abord sous Unix, il a fonctionné aussi sous Microsoft Windows, et c'était alors c'est pas exactement le premier navigateur Mosaic, puisqu'en fait le premier navigateur, on l'a vu, il avait été créé par Tim Berners-Lee, mais le navigateur Mosaic, il faisait un truc important, c'est qu'il pouvait afficher les images. Et il pouvait aussi, il supportait aussi les requêtes liées à des formulaires interactifs. Donc c'était sacrément révolutionnaire. Alors le créateur de ce navigateur Mosaic, il a ensuite produit Netscape. Et Netscape, l'intérêt c'est qu'il pouvait fonctionner avec un système d'exploitation qui va être bien plus diffusé qu'Unix, parce qu'Unix c'est quand même pour spécialistes, du moins au début, maintenant ça l'est moins, et qui était installé sur quasiment tous les ordinateurs, c'était Microsoft. Et donc il crée pour Microsoft Windows, le navigateur Netscape. Un navigateur qui est créé dans l'open source, c'est-à-dire qu'en fait on peut soi-même modifier le code, et c'est ce qui fait tout son intérêt. L'intérêt c'est qu'ici ça soit gratuit. Bon, en réalité il y a aussi des visées commerciales derrière le navigateur Netscape, il faut pas s'y tromper. Mais on arrive donc là en 1995,
Ça me rappelle mes années d'étudiant, avec Microsoft qui lance son propre navigateur, Internet Explorer. Et en fait, on a là une guerre que se livrent les fabricants de navigateurs à qui va l'emporter, qui va avoir le marché le plus imposant. Bon, il y en a plusieurs qui sont sur le marché. Va y avoir 2 survivants à cette guerre. En fait, Netscape va pas survivre. Et il y a 2 gagnants, donc c'est Internet Explorer et Mozilla Firefox. La particularité, donc, c'est qu'Internet Explorer, lui, il est directement lié à Microsoft. Et en fait, au début, il va être installé directement sur les ordinateurs. Quand vous installez votre Windows, vous installez votre Internet Explorer, en fait. Et on va reprocher à Microsoft d'introduire de force le système, mais le mal est déjà fait, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont leaders du marché. Mozilla Firefox, eux, leur idée, c'est de faire quelque chose qui est là aussi ouvert et qui doit être gratuit. C'est-à-dire que tout le monde peut télécharger Mozilla Firefox gratuitement. Vous me direz, vous pouvez tous télécharger Internet Explorer également gratuitement, ou d'autres navigateurs qui existent. Hein. Bon, et puis, puis en 98, Google va révolutionner encore les choses en créant un moteur de recherche. C'est-à-dire que là, vous pouvez avec votre navigateur vous connecter sur une page qui va chercher pour vous des informations sur toutes les pages internet qui peuvent exister dans le monde. Et ça c'est révolutionnaire, parce qu'avant, si vous n'avez pas l'adresse, vous savez pas où aller. Et il n'y a pas d'annuaire vraiment spécifique sur l'information. Et là, d'un coup, vous avez quelque chose qui vous dit où est-ce que vous pouvez aller. Vous voulez dire, je veux visiter virtuellement un musée, puis vous tapez ça sur Google, et puis on vous dit où est-ce que vous pouvez aller. Ou alors vous cherchez par exemple continuité pédagogique de Monsieur Lejeune, et puis vous tombez sur la continuité pédagogique de Monsieur Lejeune. Voilà, ou vous voulez voir quoi, je sais pas moi, à quoi ressemble le Covid-19 au microscope, et vous allez trouver sur internet une photographie au microscope du Covid-19. Voilà, vous savez utiliser un moteur de recherche, je vais pas vous faire la leçon. Et donc ça révolutionne complètement Internet, parce que d'un coup ça l'ouvre encore plus le contenu à l'ensemble de l'humanité. Bon, et l'entreprise Google va même finir par créer son propre navigateur. Ce navigateur, c'est Chrome. Et puis Chrome a fini par détrôner Internet Explorer lui-même, qui est passé derrière Mozilla Firefox. Enfin bref, et pour vous retracer la vidéo de cette guerre des navigateurs, c'est nous qui parlons de guerre des navigateurs à l'époque, ils parlent pas de la guerre des navigateurs entre les acteurs. Il y a une petite animation, c'est la vidéo numéro 7 que vous pourrez regarder. Donc, la question qui est sous-jacente ici dans ce réseau civil, c'est le débat entre ce qui est gratuit ou ce qui est payant, ou ce qui a les apparences de la gratuité, mais en réalité renvoie à des choses que vous donnez à la personne par laquelle vous avez le service. Qu'est-ce qu'elle fait de vos utilisations? Et là, l'entreprise Google, avec son navigateur Chrome, a fait beaucoup de choses avec vos différentes recherches et vos différentes navigations. Voilà, dernier point de ce petit 1, qui est un peu long, l'ère de l'ubiquité. L'ubiquité, en fait, c'est la capacité à être à plusieurs endroits en même temps. Et ça c'est quelque chose que permet dorénavant Internet, d'une certaine façon. On arrive en 1996, et pour les étudiants en 1996, qui ont accès à Internet dans les universités, qui sont en train de s'équiper petit à petit, la révolution, c'est celle de l'ICQ. ICQ en français. En fait, ICQ, c'est quoi? C'est une messagerie instantanée. En fait, d'un coup, vous pouvez communiquer par ordinateur interposé avec plein de gens. Comme si vous envoyiez auparavant du courrier, mais là c'est immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, que vous avez un copain qui habite à New York, vous vous connectez par ICQ et vous pouvez échanger directement de l'information de l'un à l'autre. Et ça, c'est révolutionnaire.
Parce qu'avant, il fallait passer par le téléphone pour faire ça, puis ça coûtait sacrément cher. Bah là, ça... Bon, évidemment, il faut payer son abonnement à Internet, mais au final, ça vous est beaucoup moins cher à l'usage. Excusez-moi, vont se développer les chats. Les chats, en fait, ce sont des discussions simultanées qui vont avoir lieu. Nos amis québécois parlent de clavardage, et se développent aussi des salles de discussion. C'est-à-dire qu'en fait, on a des salles dans lesquelles on va parler de Formule 1, on va parler de cyclisme, on va parler de science, on va parler de jeux vidéo, et puis je vous laisse imaginer de tout ce dont on peut parler. Ça va évidemment très vite dévier avec Internet. C'est l'ère du web 2.0 qui se profile avec cette ubiquité aussi. Pourquoi ? Parce que chacun va se mettre à pouvoir produire sa propre information. Non seulement il va pouvoir la produire, mais grâce à Internet, il peut aussi la diffuser. C'est-à-dire que dorénavant, on peut créer ses propres pages web et les faire héberger à distance par des serveurs qui vont se proposer, moyennant finance ou moyennant gratuit, d'héberger du contenu. Par exemple, si vous êtes chez Orange ou chez Free, vous pouvez gratuitement héberger du contenu Internet, créer votre propre site Internet. Et donc d'un coup, le nombre de pages Internet, il se met à exploser. Il y a une profusion de contenu. Certains vont tenir des cybercarnets. Alors on va pas retenir cette expression de cybercarnet, en fait on va retenir l'expression de blog qui vient de l'anglais. Et en fait, un espace, enfin c'est plus qu'un espace, mais émerge ce qu'on appelle la blogosphère. Alors blogosphère, c'est une définition que je vais vous donner qui n'est pas dans vos manuels. Alors blogosphère, voilà, vous êtes prêts à écrire comment définir la blogosphère. Eh bien c'est la communauté et l'ensemble de la production liée aux internautes producteurs de blogs, et on va mettre une virgule, de cybercarnet pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. En fait, les gens ils font quoi ? Ils racontent leur vie ou d'autres choses sur une page, voilà, puis au fur et à mesure ils l'enrichissent, ils rajoutent quelque chose. Donc c'est un peu comme si vous écriviez dans un carnet, sauf que ce carnet, tout le monde peut le consulter. Alors vous pouvez raconter tout et n'importe quoi, Ça peut être votre vie privée, ça peut être vos entraînements sportifs, vos résultats de match, ce que vous avez fait en cours, etc., etc. Donc on va voir un développement des blogs. En France, c'est même l'explosion des Skyrock blogs. En fait, la radio Skyrock crée un espace dans lequel chacun peut créer son blog, et donc c'est le boom de ce que certains ont appelé les wesh blogs. Donc, plus d'interactivité, plus de mutualisation, et on arrive à un stade où la toile de l'information, elle va se mettre à se nourrir d'elle-même et à grossir d'elle-même. On entre aussi dans l'ère du copier-coller, où certains vont se mettre à recopier des pages du dictionnaire pour les mettre en ligne. Voilà, c'est même un peu le début du concept de Wikipédia. Certains me trouveront dur, mais au début, il y a quand même un peu de ça. Et il y a plein de pages internet sur lesquelles justement on va se mettre à copier des choses et à les passer dans le domaine public, alors qu'en théorie elles ne sont pas faites pour passer dans le domaine public. C'est l'ère de l'ubiquité. Alors un copain informaticien à l'époque me disait grâce à internet tous les deviennent vos voisins, et c'est un petit peu ça. Alors deuxième point, la révolution du numérique. Premier point, un boom inédit. Dans les années 2000, sont mis au point les réseaux Edge, E-D-G-E, ainsi que les réseaux 3G. Et grâce à eux, c'est l'internet mobile qui passe dans le domaine du grand public. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment quelque chose réservé à quelques usagers seulement. Et puis d'un coup, c'est le boom. Tout le monde peut se mettre à avoir cet internet mobile grand public qui va se mettre à être de plus en plus abordable économiquement. En 2007, on a une entreprise, Apple,
et qui va vite être concurrencé par Samsung et Asus et d'autres fabricants qui lancent l'iPhone. En fait, les premiers téléphones qui permettent de se connecter sur Internet. Et en fait, ça langue la vague de ce qu'on appelle aujourd'hui les smartphones. Alors, ça va entraîner une explosion de la connexion à Internet dans le monde. On est passé de 268 millions d'abonnés dans le monde à près de 4,2 milliards aujourd'hui. Alors attention, ça ne veut pas dire 4,2 milliards d'individus. Il y a parfois plusieurs abonnements qui concernent une seule et même personne. Il y a son contrat professionnel, il y a son contrat personnel. Donc j'ai dit quoi, professionnel, personnel, puis parfois il a une association, donc il a une troisième ligne, et puis parfois il a une ligne spéciale parce qu'il fait du commerce international en plus. Enfin bref, il y a des personnes qui ont plusieurs abonnements téléphoniques. Il y a plein de gens qui ont deux puces à l'intérieur de leur téléphone, le téléphone pro et le téléphone privé. Attention à ces chiffres, ça ne veut pas dire que 4,2 milliards d'individus aujourd'hui ont une connexion Internet. Ne nous y trompons pas. Bon alors justement, revenons-en à ces différences qu'on peut observer dans le monde. Pour ce faire, je vous invite à regarder deux diapositives que j'ai mises ici dans le cahier de texte. La diapositive numéro 8 et la diapositive numéro 9. Grâce à ces deux diapositives, on revient sur une notion déjà présentée dans l'introduction, qui est celle de la fracture numérique. En fait, il y a une diffusion mondiale de l'Internet, c'est-à-dire qu'on retrouve, ça touche tous les continents, mais pas avec la même importance, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'il y a des territoires qui sont moins connectés que d'autres. D'abord parce qu'il y a moins d'ordinateurs qui sont présents, c'est ce que montre l'une des diapositives, puis ensuite la deuxième diapositive elle montre qu'il y a moins de gens qui sont connectés avec un débit important. Et donc on peut comparer les territoires et se dire que existerait en fait cette notion qui est souvent annoncée, celle de la fracture numérique, qu'on a même notée comme définition. Et puis là, comme on parle d'Internet, j'ai envie de relativiser un petit peu les choses. En fait, le mot, il laisse à penser qu'il y a une barrière, qu'il y a une frontière entre les deux. Et l'idée qui va avec, parfois, c'est-à-dire que s'il y a une barrière, s'il y a un gap, s'il y a un écart, eh bien, il faudrait le combler. En fait, il faudrait, pour l'équilibre du monde, équiper tout le monde d'une connexion Internet pour mettre tout le monde à égalité. Et l'idée qui est derrière, c'est un peu celle d'un déterminisme technique, pour paraphraser un chercheur qui s'appelle Eric Guinchard. En fait, c'est comme si la technologie, elle devait déterminer l'organisation de la société. Bon, alors, Eric Guinchard, justement, il relativise un peu cette idée de fracture numérique. Alors, pourquoi? Ça, vous n'êtes pas obligé de l'écrire dans vos cahiers, mais pour lui, est-ce que toutes les infos qui nous arrivent grâce à Internet, elles sont fondamentales ou pas? Est-ce que tous les spams que vous recevez dans vos boîtes aux lettres, c'est si grave que ça de ne pas y être connecté? Ensuite, Eric Guinchard, il invite à comparer par rapport au PIB, c'est-à-dire qu'en fait, si on ramenait cette connexion ou qu'on la pondérait en regard du PIB des États, peut-être qu'il n'y aurait pas tant de fractures que ça, et peut-être qu'à contrario, on aurait des territoires qui sont hyper connectés, ou même plus connectés que le nôtre, en regard du PIB. Il en arrive ainsi à dire que finalement, la situation des Palestiniens fait qu'ils sont beaucoup plus connectés que le reste de l'humanité en regard du PIB. Ensuite, la notion de fracture numérique, elle oublie d'évaluer le savoir-faire des utilisateurs. C'est pas parce qu'on a 95% des gens d'un pays qui ont une connexion Internet que tout le monde sait s'en servir. Voilà, il suffit pas de posséder les outils pour savoir quoi en faire. Et c'est le point qui n'est jamais évalué. Bon voilà, ça c'était pour relativiser un petit peu cette notion de fracture numérique, pour que vous n'oubliez pas d'exercer un esprit et un regard critique. Bon, boom inédit, on l'a dit, on l'a vu, et on pourrait ajouter que le temps de connexion des utilisateurs, il va être aussi de plus en plus grand. C'est-à-dire que petit à petit, les abonnements
vont s'ouvrir avec de la connexion illimitée, alors qu'au début, on achetait 2 heures de connexion, 4 heures, 6 heures, 8 heures, et puis aujourd'hui, quand vous accédez à Internet chez vous, en général, vous avez une connexion illimitée avec une borne Wi-Fi qui vous permet, avec votre téléphone, de vous connecter à cette borne Wi-Fi. Bon, mais là, vous savez, actuellement, avec la continuité pédagogique, vous voyez bien que tout le monde n'a pas la même connexion à Internet et qu'il y a des zones blanches. Je ne vais pas y revenir, hein. Ici, c'est pas le propos direct du coup. Deuxième point, les réseaux sociaux, la connexion numérique. Alors, les réseaux sociaux, c'est l'autre grande nouveauté. D'un coup, la connexion, elle devient individuelle. Et avec une connexion individuelle, vous pouvez diffuser des informations qui sont individuelles, mais qui sont pour tous. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Alors, en 2003, est créé Friendster. Alors, Friendster comme friend, F-R-I-E-N-D-S-T-E-R. Dans la foulée, ça sera MySpace qui sera créé, qui va avoir un très grand succès. Bon, aujourd'hui, MySpace, ça n'existe plus. Hein. Et avec avec eux, on va faire simple, la vie privée de chacun peut devenir publique. C'est-à-dire que chacun peut se mettre à raconter sa vie. C'était déjà un peu le cas avec les blogs. Mais là, on passe vraiment sur la dimension supérieure. Et puis à ce petit jeu-là, on a un grand malin qui s'appelle Mark Zuckerberg, qui a un nom qui vous dit quelque chose. Alors Mark, attention, il n'y a pas de C, c'est M-A-R-K, et Zuckerberg, Z-U-C-K-E-R-B-E-R. G, normalement, le nom vous est déjà un petit peu familier. Mark Zuckerberg, en 2004, il va créer Facebook. En fait, il s'inspire de l'idée d'un des camarades. En fait, il lui vole l'idée d'une certaine façon, et il crée un réseau social. Et en 4 ans, ce réseau social, il va devenir le plus visité au monde. Donc on est dans le boom des réseaux sociaux. Alors d'autres suivront. Hein. Aujourd'hui, vous en avez plein la mode, Snapchat, Instagram, Twitter. Et donc il y en a plein d'autres qui suivent le mouvement et qui nuancent, qui vont se spécialiser dans un type d'informations ou d'informations échangées, etc. Donc c'est l'ère, hein, on entre dans l'ère des réseaux sociaux. Voilà, réseaux sociaux, ça mérite sa définition, que je vous laisse recopier dans vos cahiers. Petit 3. Les flux continuent l'explosion des informations. Alors, je vous invite à regarder la diapositive numéro 12. La diapositive numéro 12, c'est un texte. Je vous laisse le lire. Ce texte, vous l'avez lu, il s'intéresse à l'impact d'Internet. C'est-à-dire que ça, on n'en a pas encore parlé pour l'instant. Et l'impact d'Internet, il est important parce qu'il, du moins, il n'est pas à négliger. Parce qu'il donne un écho nouveau à des informations. En fait, on se met de plus en plus à partager le contenu, à colporter. Le mot colporteur, vous vous rappelez, on en a parlé dans l'information écrite. Avec Internet, on colporte l'information, on la relaie, et elle circule de plus en plus. En fait, alors, pour bien comprendre les choses, on est aussi là dans ces années 2000, dans l'émergence de l'ère du peer-to-peer. Alors peer, attention, c'est pas P-I-R-E, hein, c'est peer, P-E-E-R. To, P-E-E-R. En fait, de quai à quai, littéralement. Enfin, pas exactement quai, parce que quai, c'est P-I-E-R. Mais il y a un jeu de mots ici qui fait penser de pair à pair. Alors, il y en a des très connus, hein, d'échanges, des références de peer-to-peer de l'époque. Il y a Kazaa, bien sûr, hein, K-A-Z-A-A. Il y a Emule, E-M-U-L-E. Et puis il y a le très célèbre Napster, N-A-P-S-T-E-R. Napster qui finira par mourir. En fait, que propose Napster? C'est d'échanger du contenu.
C'est-à-dire que vous avez du contenu sur votre ordinateur, vous pouvez le partager avec un tiers. Par exemple, vous avez le dernier disque de Rihanna, vous avez le dernier fichier numérique de l'album de Rihanna sur votre ordinateur, et vous dites, tiens, je vais le partager avec mes copains. Voilà. Et donc évidemment, en termes de droit, Napster va très vite se faire attaquer par les fabricants de musique, par des musiciens, notamment l'un des musiciens du groupe Metallica, Ulrich, je sais plus comment il s'appelle, alors il y a des stars des fans de Metallica qui se mettent à se filmer en train de broyer leur disque de Metallica tellement ils sont fâchés après lui, mais finalement ils auront la peau de, entre guillemets, de Napster qui va finir par disparaître. C'est l'époque où on va ça vous semble peut-être surréaliste aujourd'hui, mais quand vous achetiez des disques vierges à la Fnac ou dans un autre marchand de disques comme Chapitre par exemple, fallait pas en acheter plus de 10 parce que vous étiez repéré, on allait dire voilà un copieur, quelqu'un qui vend sous le manteau des disques pirates. Donc j'ai un ami personnel qui a été attrapé pour piratage, à l'époque pas de disques mais de jeux vidéo. Alors aujourd'hui ça vous fait presque rire, mais il avait pris cher quand même, économiquement parlant, ça lui avait coûté très cher. Bon, ça c'était pour raconter ma vie. Donc, flux continu d'informations, et ça a des répercussions politiques. On le voit ici avec l'affaire de Bill Clinton. Bon, mais ne l'oublions pas, en fait, l'essentiel des informations qui vont être échangées, c'est quand même des informations inutiles et virales. Alors, je voulais revenir sur la première grande vidéo virale. On est en 2003 et il y a une vidéo amateur qui va devenir virale. En fait, c'est une vidéo qui a été détournée et massivement diffusée, alors qu'en fait elle apporte aucune information particulière. Elle fait ce qu'on appelle aujourd'hui faire le buzz, mais à l'époque on n'utilisait pas cette expression. En fait, cette vidéo, alors là, ce que je raconte maintenant, vous n'êtes pas obligé de le noter, vous retenez juste le nom de cette vidéo, c'est Star Wars Kid. Enfin, c'est pas son nom exact. Donc je développe rapidement l'histoire, ou plutôt je vous laisse regarder la vidéo d'abord, en fait. Donc c'est la vidéo numéro 11, pour moi c'est la vidéo numéro 11, pour vous c'est... si, vous avez le lien sur la vidéo, voilà, donc vous regardez la vidéo. Voilà, vous avez regardé cette vidéo et vous êtes beaucoup plus riche que vous l'étiez auparavant, n'est-ce pas? Certains d'entre vous l'avaient même peut-être déjà vu. En fait, cette vidéo, c'est Star Wars Kid, c'est comme ça qu'on l'appelle. En fait, c'est Ghislain Raza qui se filme. En fait, il y a un caméscope qui est là dans son école, pour faire simple, et puis il va se filmer, et puis il va imiter le méchant de Star Wars numéro 1, Dark Maul, et puis donc il s'amuse à se filmer, et puis ensuite il s'en va, et puis il laisse la cassette dans le caméscope, puisque c'est pas son caméscope à lui, et il part pas avec la cassette. Et puis le propriétaire du caméscope, il va trouver la cassette dedans. Et puis ça le fait rire. Et puis il va décider de le partager. Et il va partager cette vidéo sur Casa en l'appelant Jackass Star Wars Funny. Voilà, donc c'est un fichier qui va échanger en Windows Media Movie, enfin en .wmv, c'est un des formats vidéo de l'époque. On est avant les MP4, hein. Et puis cette vidéo en 2 semaines elle devient virale finalement. Tout le monde va se mettre à l'échanger, à la regarder, et ça fait beaucoup rire les gens. Et puis cette vidéo elle va être transformée. La vidéo, il y a un autre lien vidéo qui vous montre que cette vidéo elle a été reprise, transformée. Bon, et ce qu'on oublie un peu en fait, c'est qu'en fait c'était une forme de cyberharcèlement dont a été victime Ghislain Raza. C'est-à-dire qu'en fait lui il n'était pas au courant qu'on mettait la vidéo sur lui, et évidemment il devenait d'un coup la risée
d'une grande partie du monde entier. Il y a même eu des pétitions lancées pour qu'il apparaisse dans le vrai film Star Wars, etc., etc. Bon, alors pour la petite histoire, l'intéressé, il est devenu ensuite spécialiste en droit québécois. Et voilà, puis il a même fait une vidéo où il se refilme en train de faire Star Wars pour boucler la boucle. Bon, ça c'était la petite histoire au milieu de l'histoire pour agrémenter tout ça. Et en 2005, création de YouTube. C'est-à-dire que là, on a un site qui est dédié au partage de vidéos. Alors la première vidéo de YouTube, c'est un pauvre gars, entre guillemets, hein, excusez-moi l'expression, c'est Monsieur Tout le Monde, qui va au zoo et qui dit « Oh, regardez, l'éléphant, il a une trompe, c'est génial, c'est cool. » Bon, voilà. Aujourd'hui, ça tomberait complètement dans l'oubli, comme le sont mes vidéos au milieu de la galaxie YouTube, mais comme c'est la première vidéo YouTube, bah, celle-là, on s'en rappelle. Alors, nota bene, c'est aussi l'explosion d'un autre type de contenu, hein, bien sûr, d'un contenu pour adultes. Et en fait, Internet va se développer aussi sur ce type de contenu. Et pour revenir à Eric Guinchard, finalement, et la question de cette fracture numérique, est-ce que finalement c'est si grave de ne pas être connecté à Internet quand on voit tout ce qui peut y circuler? Voilà, pour finir sur le flux continu et l'explosion des informations, et finir cette première partie de la vidéo, il y en aura deux ici, je vous invite à regarder la diapositive numéro 13. La diapositive numéro 13, elle est extraite d'un tweet en fait. C'est l'un des premiers tweets live qui a été réalisé, enfin c'est pas le premier qui a été réalisé, mais c'est le premier qui va marquer les esprits. En fait, il y a eu un accident d'avion à New York, il y a un avion pour qui ça se passe pas très bien après le décollage et qui va atterrir en catastrophe sur l'Hudson. Il y a 0 mort. On en a même fait un film avec Tom Hanks. Et l'Hudson, il y a des ferries, et que fait le ferry? Le ferry vient sauver les passagers. Et à bord de ce ferry, on a quelqu'un qui a un smartphone, qui a un compte Twitter, et qui va prendre des photos et dire en direct ce qui est en train de se passer. Et ce qu'il est en train de vivre, ça va être partagé par plein de gens. Et en fait, on a le premier live tweet de l'histoire qui va avoir du succès et puis qui va amener de plus en plus d'usagers sur Twitter parce qu'ils vont dire tiens, on peut en faire quelque chose de Twitter. Et puis Twitter va même parfois être plus au courant grâce à Twitter, vous allez être au courant parfois d'informations beaucoup plus tôt que d'autres. Hein. C'est-à-dire, les gens qui avaient Twitter, le soir de la mort de Michael Jackson, ils ont été au courant avant que ne le soient les autres personnes qui s'intéressaient aux médias classiques, qui ont relayé l'information bien plus tard que les informations liées au mainstream. Donc, le flux continu et l'explosion des informations, c'est d'une certaine façon la sensation d'être connecté directement à la source de l'information. Même si on l'a vu, est-ce que c'est vraiment de l'information? Bien souvent, on peut en douter. Voilà, je vous laisse regarder, vous pouvez passer maintenant ou plus tard à la vidéo suivante qui est le petit 3.